Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler culture hypnose, qui va parler de nouveau de Jaeger, au travers cette fois de son livre Foundation of Clinical Hypnosis, From Theory to Practice. Donc Edwin Jaeger, ça a été un médecin qui a utilisé énormément l'hypnose et qui a écrit cet ouvrage au bout de 30 ans de pratique. Donc c'est vraiment un ouvrage qui pour moi est majeur dans le sens où il est assez court, il donne énormément d'informations, que ce soit pour les néophytes ou pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Il a des réflexions qui sont vraiment chouettes. C'est quelqu'un qui remet toujours tout en question, qui regarde énormément, qui regardait, parce qu'il est mort il y a peu de temps, qui regardait beaucoup les études et qui donnait son opinion, mais qui à chaque fois était ouvert aux contestations dans le sens où il explique que personne n'est vraiment toujours d'accord. Première chose déjà, ne serait-ce que par la définition de ce qu'est l'hypnose. Mon idée, c'est de vous partager en 5 vidéos un peu cet ouvrage-là, sachant qu'il a divisé en 5 parties. La première partie étant le background. Il parle dans un premier temps dans ces concepts de ce qu'est l'hypnose, donc toutes les complexités qu'il peut y avoir à définir l'hypnose. Je vous redonne quelques éléments que j'ai notés dans cette partie-là que je trouvais assez sympa. Donc, difficile à définir. Il dit que la transe, déjà, est un élément qui pourrait être considéré comme un phénomène hypnotique. Dès lors, il y a toute une réflexion qui peut être un peu complexe à prendre en compte, c'est que à partir du moment où les trans sont des phénomènes hypnotiques et que lui dit ça va même plus loin qu'un phénomène naturel, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans notre quotidien. C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se rendre compte qu'ils sont en transe, dans une transe hypnotique, c'est-à-dire accompagnés par un praticien. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu des milliers et des milliers de fois, et on le sait très bien, on parle très souvent dans les exemples de ces daily trends, de ces trans du quotidien. Et donc c'est assez complexe parce que d'une part, il donne des idées comme le fait d'être dans une puissante émotion ou dans une grosse focalisation nous entraîne automatiquement en transe. La notion de confusion nous entraîne en transe. Les figures d'autorité nous entraînent en transe. Et les émotions intenses nous entraînent en transe. Donc déjà, c'est assez complexe. Et à partir de là, on a des trans. Et moi, c'est ce que parfois je vous propose sur trans ouverte, trans fermée, trans équilibrée, trans déséquilibrée. Il y a des trans qui sont non voulues et qui peuvent dès lors développer un pathos, une problématique à un moment donné. En gros, la transe, elle se ferme et on reste dans notre automatisme et notre autosuggestion ou hétérosuggestion qui est devenue dès lors une répétition interne qui nous met mal et qui va nous créer une phobie ou un malaise ou un mal-être dans certaines situations. Donc déjà, chose assez intéressante toujours à prendre en compte quand on parle d'hypnose et de transe. Un autre point que j'ai trouvé sympa, et là vous connaissez, ce que je vais vous dire n'a rien de novateur, mais ça reste très intéressant. 3 éléments, 3 façons d'utiliser l'hypnose. Le traitement symptomatique, ça on connaît très bien. L'utilisation comme outil analytique, ça aussi c'est plutôt l'hypnose dite causale. Et enfin un refuge psychologique psychique, ces phases où on va aller dans des zones de confort, des zones de sécurité, simplement faire ça pour le partenaire, pour s'apaiser, se relâcher, se relaxer. Je pourrais même dire que les trans profondes, même si pour moi on n'est plus dans de l'hypnose, peuvent être à un moment donné cette idée de refuge psychique. Donc, il parle de toute la difficulté de le définir, etc. Je vous laisse regarder un peu comment il travaille ça. Alors après, le langage de l'hypnose, il donne de façon générale qu'il y a la version autoritaire, la version permissive du langage, l'utilisation de la confusion, l'utilisation des clés verbaux. En gros, on sait qu'on va avoir un ensemble d'éléments qui vont notamment par tout ce qu'a fait le boulot du Milton Model PNL, un ensemble de travail verbal qui est intéressant. Il faisait une remarque, alors je ne l'ai plus noté, non je ne l'ai pas noté, mais en gros que pour certains, l'hypnose, c'est juste la capacité des personnes à rebondir sur l'expérience vécue par le verbe. Donc en gros, à partir du moment où la personne, au travers d'une sémantique que vous exploitez, a une réaction, ou un phénomène, et bien dès lors, on peut considérer qu'il est dans une notion hypnotique. Bon, après, tout le travail sur les suggestions directes, etc. Les phénomènes hypnotiques, donc,
il parle à un moment d'un élément que je trouve intéressant, des problématiques qu'on peut avoir avec les personnes qui ont peur d'être contrôlées. Et j'aime bien, il fait une réflexion en disant, moi je veux pas prendre la responsabilité d'être la personne qui contrôle quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est très très juste comme posture. Les attentes, bon, les attentes, les conditionnements, la suggestibilité, la suggestibilité hypnotique, la réponse au nocebo, donc là il donne pas mal d'informations qui sont assez chouettes. Les phénomènes de transe après, donc l'abréaction, ça j'ai trouvé que c'était une partie très intéressante dans le sens où, abréaction 25, dans le sens où il redéfinit ce qu'est l'abréaction, et c'est vrai que je pense que je vais vraiment prendre cette définition-là. Moi, très souvent, j'avais associé l'abréaction à une forme de catharsis. Et lui définit vraiment de façon clinique l'élément. Il dit que c'est réexpérimenter un événement passé, ce qui s'oppose à se remémorer d'eux. En fait, c'est une revivification. L'abréaction serait une revivification. Alors, qui bien sûr va souvent amener un excès émotionnel à un moment donné et qui peut être un état cathartique. Pour lui, il ne conseille pas trop d'aller dedans, mais j'aime bien là encore, c'est là où je trouve que le gars est vraiment juste, il fait le jugement clinique prévaut sur toutes les théories qu'on peut avoir. Parce qu'il explique bien qu'il y a plein de paradoxes au travers de ça. C'est qu'on va dire éviter qu'il y ait des abréactions. Moi, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, je reparle vraiment dans le format de revivification. Parce que ça pourrait, il y a le risque de renforcement d'influence négative, mais en même temps, et là c'est ce qu'il dit, il y a aussi toute la possibilité d'avoir plus d'informations et plus d'éléments à travailler au travers de ce rappel, de ce revécu à ce moment-là. Donc après, c'est toujours à l'opérateur de décider et de voir ce qui est le plus intéressant. Bon, absence volontaire d'activité, ça on connaît. Accès à l'intelligence inconsciente, alors là encore, il dit tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Lui, il a développé un système qui s'appelle la thérapie subliminale. Je vous en parlerai un petit peu, c'est au chapitre 12, donc c'est un peu plus tard. Alors, j'aime bien comment il amène le truc. Il dit, bien sûr qu'il y a des éléments qui sont liés à une intelligence inconsciente, et il reprend la notion de base, hein, les tâches de régulation des fonctionnements corporels, la digestion, respiration, le sang, etc. etc. Et aussi toute la capacité qu'on va avoir à processer automatiquement au niveau d'une communication certains éléments. C'est comment tu perçois le mot chat et comment le mot chat va créer potentiellement un ensemble d'éléments, et ça c'est un automatisme, une intelligence inconsciente. Mais on ne parle pas de toute puissance de l'inconscient. Et en ça, moi je suis complètement ok. Une intelligence inconsciente ou subconsciente, je suis hyper ok. La toute puissance de l'inconscient, je suis moins, vous me connaissez, même pas du tout ok là-dessus, mais qui nous permet des belles choses, bien sûr, bien sûr. Alors, après, on est toujours dans les phénomènes de transe, la régression d'âge, donc l'anesthésie, l'analgésie, l'utilisation de la dissociation, le focus, le défocus de l'attention, l'hallucination, l'hyper ou l'hyposensibilité au stimulus, le développement ou la diminution de la force musculaire, la relaxation musculaire, la levée des inhibitions, la compression ou l'expansion de temps. Donc là, on a vraiment un ensemble d'éléments que je trouve vraiment bien. Et il explique ça de façon vraiment très simple. Si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment chouette. Les expériences vécues de façon subjective pendant la transe, donc après les phénomènes de transe observables, le changement des yeux, l'absence de volatilité de l'activité. Alors c'est amusant parce qu'il dit ça et il dit bon, alors par contre je peux pas trop expliquer, souvent les gens vont moins bouger, mais un gamin va faire que de se gratter, bouger, etc. Il dit c'est peut-être culturel, c'est-à-dire que l'adulte va plus facilement se tenir calme plutôt qu'un enfant. Mais il dit ça, je sais pas trop. Bon, la relaxation musculaire, les changements de rythme de respiration, la conservation d'énergie, l'absence de réflexe de avaler sa salive. Après, il parle un peu de waking hypnosis, de réponse idéomotrice. Je vous rappelle, hein, alors il fait beaucoup de références à plein de gens, notamment Chic, hein, qui est un de ceux qui a le plus bossé sur le sujet. Et c'est super intéressant. Après, il parle des outils de l'hypnose.
La transe, bien sûr, la suggestion, la régression d'âge, la progression d'âge, l'abréaction, on y revient, la compression du temps, la visualisation, la désensibilisation, la dissociation, et pour arriver à des insights, à des éléments qui surgissent à l'intérieur, l'utilisation de la conscience spontanée, qu'est-ce qui devient spontanément, l'association libre, classique, hein, qui vient de la psychanalyse, qui vient de l'hypnose et qui après a été repris dans la psychanalyse d'une certaine façon, la régression d'âge, le questionnement idéomoteur, et là il revient à nouveau sur tout le boulot qu'a fait Chick et Le Cron. Vous pouvez trouver, il faudrait que je vous le résume. Je m'étais dit que je le ferais, mais je ne l'ai pas encore fait. Clinical Hypnothérapie de Chick et Le Cron, c'est un bouquin de 68 qui est plutôt sympa. Et il disait en fait que l'utilisation vraiment initiale des signaux, c'était pour identifier différentes problématiques, notamment est-ce qu'il y a un conflit, donc est-ce qu'il y a un facteur causal qui pose un problème par rapport à un changement ou par rapport à quelque chose qui bloque au niveau moral, du code moral ou des tabous sociétaux. La motivation, est-ce que le symptôme sert à un objectif de protection, de punition ou d'évitement. L'identification, est-ce que le patient mime on copie un autre comportement de quelqu'un d'autre. Masochisme, est-ce que le symptôme est un autopunissement inconscient par rapport à une culpabilité X ou Y. L'imprinting, est-ce que c'est quelque chose qui a été donné de façon post-hypnotique, inconsciemment dans un moment donné? Est-ce que c'est un langage de l'organe? Est-ce que le symptôme physique est une démonstration d'une expression répétée? Par exemple, ça me rend malade ou je peux pas avaler ça, etc. Ou est-ce que c'est lié à une expérience passée? Et donc, au travers de ça, il faisait oui, non, oui, non, oui, non. On voit qu'on a dès lors un nombre limité de questionnements pour avancer dans la thérapie. Mais là, on parle vraiment du tout début, hein, quand Chick et Le Cron ont vraiment développé cet aspect-là. Donc c'est aussi très intéressant parce qu'il nous donne pas mal de trucs du passé, ça nous permet de savoir ou de se rappeler d'où est-ce que ça vient. Voilà, idéomoteur, voilà. Le conseiller intérieur, l'écriture automatique. Donc tout ça, c'est pour avoir des insights, hein, pour avoir des infos et des éléments vécus en interne qui permettent d'aller vers la solution de notre partenaire. Et après, il parle un tout petit peu de la thérapie subliminale, mais il l'introduit tout simplement. Et à la fin, il parle d'un élément, mais je reviendrai, je pense, dessus complètement sur une autre vidéo. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'est tout ce qui est les hypermnésies hypnotiques. D'accord? C'est en gros la mémoire. Donc là, il y a énormément de choses. C'est un chapitre complet qu'il propose. Ils donnent pas mal d'infos où ils disent qu'on ne sait pas trop si réellement on se souvient des choses réelles et que la grosse problématique dans notre milieu, c'est de savoir si ça a été créé ou pas. Il y a quand même une étude qu'il met en avant qui est celle de Pettinati en 88 qui dit que le problème d'utiliser les trans pour un rappel de mémoire fait que beaucoup de mémoires sont affabulées, créées, et qu'en plus la transe fait que on va avoir tendance à croire dans ce qu'on vient de créer à ce moment-là. Donc ça peut poser des problèmes, mais il donne quand même des alternatives de pensée et des alternatives, notamment il dit on peut pas, sur des sujets très précis par contre, on a quand même un vrai plus avec l'hypnose pour s'en souvenir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et après il met en référence pas mal de choses au niveau d'études qui ont été faites pour savoir si on se souvient mieux avec l'hypnose, sous combien de temps on se souvient mieux, à partir de quel âge on se souvient moins bien, etc. etc. Donc ça c'est assez intéressant. J'en reparlerai parce que je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. Lui il en partage quelques-unes, c'est quelques pages, mais on en reparlera et comme ça, j'essaierai de vous trouver les études les plus actuelles à ce sujet-là, parce que là, on a beaucoup de références qui datent de, on va dire, entre 36 et 92. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi très sympa? Oui, à un moment, il fait quand il parle d'abréaction, il fait un comparatif aux primal thérapie de Janov, pour ceux qui connaissent, où il dit, la primal thérapie, c'est vraiment de l'abréaction, donc
une revivification à un moment donné d'un élément, notamment la naissance, mais il disait que ça n'a pas donné énormément de feedback positif, en fait, ça n'a pas produit de changement particulier après le fait de vivre cette expérience. Donc on peut vivre un paquet de phénomènes hypnotiques, voire d'abréaction, mais ça ne veut pas dire que ça solutionne. Alors que pour moi, la notion d'abréaction, comme je l'avais assimilé, en tout cas comme je le partageais beaucoup, c'était plutôt l'effet cathartique, c'est-à-dire d'exploser à un moment donné, dans sa revivification ou a posteriori, la problématique pour que le pattern déraille un peu et qu'on rajoute un wagon dessus ou qu'on commence à réorienter les choses. Ouais, alors bon, après, il donne des détails que j'avais trouvé intéressants sur les dissociations, capacité à partir d'une influence émotionnelle ou d'une influence X ou Y. Oui, un point que j'ai trouvé cool qui précisait la suggestion pré-hypnotique, c'est-à-dire avant la transe formalisée, est souvent considérée comme la plus puissante, et la post-hypnotique, paradoxalement, va pas forcément être ce qui est le plus impactant. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, il faudrait que je vois des études à ce sujet-là. Euh, Parce que ça peut stratégiquement être très utile dans pas mal d'aspects. Or, on parle assez rarement de pré-hypnotic suggestion. Voilà. Donc, ça, c'est la première des 5 parties de cet ouvrage-là. Vraiment, je vous invite, pour ceux qui peuvent, de le choper et de le lire. Vous verrez, il y a plein de choses sympas. Je continuerai à vous faire des petites vidéos à ce sujet-là. Et comme ça, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas, il y a aussi des vidéos que vous pouvez acheter et trouver. Je sais qu'il y a un Roumain, je crois, qui est-ce que c'était? J'avais suivi une conférence à un moment et je crois qu'il s'est spécialisé sur l'hypnose jaegerienne. Si j'arrive à retrouver ces vidéos, je les regarderai et je vous donnerai un peu de feedback par rapport à tout ça. Je pense que c'est surtout sur Subliminal Therapy. Je vous le dirai et si je peux le regarder, je vous ferai un débrief. Mais vraiment, pensez, Ed Yeager, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant pour notre milieu. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.